vous la parole, professeur. Merci, mes chers maîtres, mes chers assistants, chers confrères. Permettez-moi de tout d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir invité pour parler d'un sujet fort intéressant, la vaccination chez l'atopique en amont et en aval. L'écran mouche mahloul. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Donc, je vais commencer en disant que les vaccins sont les principaux moyens de lutte efficace et reconnus contre la maladie infectieuse, transmissible et potentiellement grave. Il est important de savoir qu'un vaccin doit répondre à certains critères qui sont être sûr de ne pas être pathogène, donc assurer une bonne sécurité, qu'il soit protecteur à long terme, bien évidemment qu'il ait un moyen pratique permettant donc une stabilité, une faisabilité à l'administration et un faible coût. Donc, les vaccins sont classés en fonction de leur nature, leur immunogénicité et leur sécurité. On distingue principalement les vaccins inactifs et les vaccins vivants atténués. C'est les principaux vaccins qui ont été historiquement développés. Puis, ça a été développé les vaccins sous-unitaires, les protéines recombinantes, les vaccins vectorisés et les vaccins à ARN messager. Il faut savoir également que les composants du vaccin sont essentiellement les fractions antigéniques. Il peut s'agir de vaccins monovalents, polyvalents ou vaccins combinés. Il y a également les excipients qui soient des conservateurs ou de stabilisateurs. Leur rôle, c'est d'assurer une immunogénicité et une bonne fonction de ces vaccins de la fabrication jusqu'à l'administration. Également, plusieurs milieux de culture cellulaire sont utilisés pour cultiver donc, ces fractions antigéniques, et les liquides de suspension, c'est essentiellement des solutions salines, eau stérile et liquides complexes. Il est important de savoir la composition de ces vaccins parce qu'en matière d'allergie aux vaccins, donc, tous les composants peuvent être à l'origine de réactions allergiques. Bien évidemment, la vaccination chez l'atopique pose plusieurs problèmes. Il y a plusieurs enjeux. Tout d'abord, pour un enfant atopique ou un patient atopique qui va être vacciné, et par la suite, pour un sujet qui a été vacciné et qui a malheureusement présenté une réaction allergique. Quels sont les enjeux? Ces enjeux, tout d'abord, la première question, l'atopique est-il sujet à risque de réaction allergique due au vaccin? C'est la principale question des mamans, surtout chez les enfants, quand ils sont là, asthmatiques, présentant une dermatite atopique. Est-ce que mon enfant pourrait adhérer au calendrier vaccinal ou pas? La deuxième question, le problème avec l'allergie à l'œuf. L'allergie à l'œuf serait-elle une contre-indication formelle à la vaccination? C'est également une question qui est posée par les patients. La vaccination peut-elle aggraver la maladie allergique ou modifier le cours évolutif de celle-ci? En auquel cas, on sursoit à cette vaccination et on va plutôt soigner la maladie allergique. Une autre question qui est également posée, c'est est-ce que la vaccination favorise-t-elle l'émergence d'autres maladies allergiques? C'est la peur et la principale hantise chez les parents d'enfants asthmatiques ou ayant une dermatite atopique ou des patients qui présentent plusieurs maladies allergiques. Par contre, en aval, ici, les deux principaux problèmes, les deux principales questions, est-ce qu'un patient qui a fait une réaction allergique à un vaccin ou à un de ses composants, est-ce qu'on va contre-indiquer formellement dans l'avenir toute vaccination? Et la deuxième problématique, quelle serait la conduite à tenir chez un patient qui a présenté donc, une réaction vaccinale auquel il en aura besoin par la suite de continuer son calendrier vaccinal? Donc, on va essayer de répondre à ces questions une par une. L'atopique est-il un sujet à risque de réaction allergique due au vaccin? La réponse est apportée par plusieurs auteurs. Il faut savoir que le nombre d'accidents au vaccin est très limité. Il est comparable à ceux de la population non atopique. Donc déjà, on va répondre aux patients, vous avez le même risque d'avoir une réaction vaccinale par rapport à un sujet qui n'est pas atopique.
En plus, il n'a pas été développé d'outils disponibles pouvant prédire la plupart des réactions allergiques graves consécutives à la vaccination. Donc, la principale hantise, c'est la survenue de réactions graves, type anaphylaxie grade 3 ou 4. Donc, il faut rassurer ces patients-là, il n'y a aucun test à faire pour prédire ces manifestations. Et une autre hypothèse également, l'atopie personnelle ou familiale n'est pas donc une contre-indication à la vaccination et la vaccination doit se faire dans les mêmes conditions que dans la population générale, c'est-à-dire dose complète sans surveillance. La deuxième question, un sujet allergique à l'œuf, est-ce qu'il présente une contre-indication formelle à la vaccination? La réponse est venue par différents auteurs. Tout d'abord, en expliquant que la prévalence de l'allergie à l'œuf est très rare, elle est aux alentours de 0,12 à 6,2% de la population générale. Pourquoi cette question s'est posée? Parce qu'il a été constaté que pour certains vaccins, particulièrement le vaccin de la grippe, le vaccin de la fièvre jaune, le vaccin, le ROR, le milieu de culture est fait sur milieux de culture riches en œufs. Mais les différentes études ont montré que pour le vaccin ROR, la faible quantité et la faible dose en ovalbumine dans ces vaccins-là et dans le temps, il y a eu une amélioration de ces milieux de culture en faveur de l'absence de l'utilisation de l'ovalbumine, de milieux riches en ovalbumine dans la production de ces vaccins, a permis de dire qu'il n'y a pas de précaution particulière, même chez les grands allergiques, c'est-à-dire chez les patients qui présentent des maladies allergiques qui sont mal contrôlées. Par contre, pour le vaccin antigrippal, donc les sociétés savantes et les recommandations sont en faveur de l'utilisation d'un vaccin à faible dose en ovalbumine et le seuil qui a été défini est aux alentours de 0,12 microgrammes par millilitre. Et d'ailleurs, donc les centres pharmaceutiques et les laboratoires qui produisent donc le vaccin antigrippal ils sont en train de travailler dans ce sens-là. Même pour le vaccin antigrippal, même si chez les patients qui ont présenté une réaction donc, modérée ou non anaphylactique à l'œuf, la vaccination doit se faire dans les conditions standards. Chez les patients chez qui il y a des antécédents d'anaphylaxie antérieure grave, on peut préconiser une vaccination à dose unique à proximité d'un centre donc, spécialisé, c'est-à-dire une surveillance équipée d'un traitement de matériel de trousse d'urgence et une équipe qui est capable de prendre en charge une anaphylaxie sous surveillance pendant au moins 1 heure. Pour la fièvre jaune, par contre, il faut tout d'abord s'assurer de la teneur en ovalbumine et avant d'indiquer l'administration de ce vaccin et au mieux adresser donc à un spécialiste. Le problème ne se pose pas avec le vaccin anti-rage et le vaccin anti-encéphalite à tique. La question suivante, est-ce que la vaccination peut aggraver la maladie allergique ou modifier le cours évolutif? Pour répondre à cette question, les auteurs constatent une divergence des avis et des hypothèses. Donc, on n'a pas pu établir une réponse donc, à cette question-là, parce que certains auteurs ont constaté le rôle protecteur du vaccin BCG qui est administré avant l'âge de 2 mois. Dans certaines études, le respect du calendrier vaccinal au cours de la première année de vie a permis de constater un effet protecteur sur la survenue de maladies allergiques. Par contre, certains auteurs ont constaté une aggravation de l'atopie, particulièrement avec le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche. Mais si on essaie de revoir toutes ces études-là, on voit que la majorité des auteurs ont conclu que la vaccination n'a aucune conséquence sur l'évolution naturelle de la dermatite atopique, mais également pour la maladie asthmatique. Donc, ces hypothèses sont en faveur d'une
d'une adhésion complète au calendrier vaccinal, mais sous certaines conditions. Donc, il faut savoir qu'on peut noter une exacerbation de la maladie asthmatique ou de la maladie atopique au moment de la vaccination, c'est appelé phénomène flash, qui est dû à une activation du complément immunohistaminolibération. Pour cela, donc, il faut recommander de ne pas vacciner au moment des poussées, au moment des périodes d'exposition allergénique et au moment des périodes à haut risque infectieux. Bien évidemment, s'assurer de la stabilité de la maladie allergique, adhérer au programme vaccinal établi, vaccination sous traitement spécifique optimal de la maladie allergique. Bon, chez les grands atopiques, la définition d'un grand atypique n'était pas claire, mais je suppose que pour les patients qui ont une maladie sévère, telle qu'un asthme sévère, une dermatite résistante au traitement, peut être discuté les épreuves de tolérance et les injections donc fractionnées. La question suivante, la vaccination favorise-t-elle l'émergence d'autres maladies allergiques? Cette hypothèse a été évoquée parce qu'on a constaté une augmentation donc, de la prévalence de la maladie allergique concomitante à une amélioration des programmes de vaccination. Cette explication et cette hypothèse a été évoquée devant le rôle important et direct du système immunitaire et le système immunitaire après une vaccination et le rôle efficace de la vaccination contre la diminution des infections en bas âge pourrait expliquer donc cette hypothèse. Les premières études, c'était des études animales intéressant le vaccin de l'hépatite, le vaccin anti-coqueluche essentiellement, et également donc, certains excipients qui ont l'administration de ces vaccins et de certains excipients favorise la production de géospécifiques d'antigènes environnementaux pouvant expliquer donc cette émergence de maladies allergiques. Par contre, chez l'homme, les sujets sont très controversés. Certains ont montré que le risque de développer un asthme est multiplié par 5, c'est des patients vaccinés par un vaccin anti-coqueluche à cellules entières. D'autres ont constaté qu'il y a un effet protecteur de la vaccination contre la coqueluche vis-à-vis donc de l'apparition des affections allergiques. Donc la réponse également à cette question n'est pas donc claire, mais ce qui est sûr pour un patient donc atopique non encore vacciné, on va le rassurer parce qu'il présente le même risque d'accident allergique au vaccin par rapport à la population générale. On va indiquer et insister sur la vaccination dans les conditions standards et dans les structures de première ligne. Et le médecin traitant, le médecin de première ligne, ce sont les médecins acteurs à ce moment-là pour sensibiliser et éduquer leurs patients. Il faut insister que donc, chez le sujet allergique, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination, mais plutôt choisir un vaccin à dose faible en envalbumine. Éviter les vaccinations pendant les poussées aiguës, pendant les périodes d'exposition allergénique pour éviter l'exacerbation de la maladie allergique et bien évidemment le rôle fondamental des médecins de première ligne dans la sensibilisation et dans l'éducation. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe lorsque un patient fait une réaction allergique. Donc, chez l'atopique, deux principales questions. Une réaction allergique à un vaccin ou à un de ses composants est-elle une contre-indication formelle dans l'avenir de toute vaccination? Première question posée par le patient, posée également par le médecin traitant qui va adresser son malade à l'allergologue pour avoir une réponse. Donc, deuxième question, si mon patient a présenté une réaction vaccinale, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais m'aider par le médecin allergologue qui va me guider dans la conduite à tenir. Pour la première question, je répondrai non, elle serait possible après exploration, mais il faut essayer de reconsidérer la balance bénéfice-risque du vaccin en question, et c'est ça, donc, le partenariat entre patient, médecin, allergologue. Ma deuxième question, quelle sera la conduite à tenir après une réaction vaccinale? La conduite à tenir, je dirais que c'est une conduite, bien que consensuelle, elle est personnalisée, c'est au cas par cas. Elle sera en fonction de la nature, de la gravité de la réaction vaccinale et de la nécessité d'une nouvelle vaccination par le même vaccin. Le problème se pose pour les rappels. Le problème se pose aussi si on sera vacciné à un autre vaccin qui est différent du premier vaccin incriminé dans la réaction allergique parce que généralement les médecins seront focalisés sur l'excipient. Donc,
Face à une réaction allergique, on se posera plusieurs questions. Quel serait le type de réaction vaccinale? Il est important de déterminer et de classer la réaction donc, vaccinale par rapport, dans son cadre nosologique par rapport à l'ensemble des manifestations post-vaccinales. La deuxième question, quels sont les composants vaccinaux qui sont incriminés? Et quelle sera la démarche diagnostique, particulièrement quand et quel bilan allergologique? Et si l'allergie est confirmée, quelle serait la conduite à tenir ou l'alternative? Il faut savoir que les réactions vaccinales font partie de l'ensemble de manifestations cliniques post-vaccinales, généralement dues aux propriétés inhérentes au vaccin et au sujet lui-même et au terrain, contrairement aux réactions, donc, aux manifestations cliniques dites non allergiques qui sont généralement dominées par les malaises vagaux. Les réactions donc, vaccinales sont fréquentes, c'est essentiellement des réactions locales, bien tolérées, rarement des réactions anaphylactiques, puisque l'incidence est aux alentours de 0,75 à 1 cas sur 1 million de doses. Concernant les composants, il faut savoir que tous les composants du vaccin peuvent être à l'origine d'une réaction immunoallergique. Il est important de voir la composition du vaccin, les différents excipients pour pouvoir raisonner par rapport au bilan allergologique s'il est indiqué. Donc, pour certains, comme vous le voyez, par exemple, pour le thiomarsal, sa très faible concentration dans le vaccin ne permet pas donc de favoriser une sensibilisation. Donc, il n'y a pas si un vaccin contient donc cette molécule-là, il n'est pas utile de le tester et il n'y a pas de contre-indication à l'administration de vaccin si on arrive à avoir donc des tests négatifs par rapport au vaccin, le vaccin pur incriminé. Également pour le formaldéhyde. Par contre, pour le Dextran, donc, des réactions anaphylactoïdes ont été rapportées avec le vaccin du BCG. C'est essentiellement donc, des hypersensibilités retardées. Si on suspecte l'incrimination de cette molécule, le diagnostic positif repose sur un taux sanguin à IgG anti-Dextran élevé. Pour le PEG et le polysorbate 80 qui a posé une grande polémique par rapport à la vaccination anti-Covid, il faut savoir que les réactions croisées sont rares. Pour cette molécule-là, ça va répondre aux mêmes recommandations par rapport aux autres excipients. Pour la gélatine également, donc, elle est présente surtout dans les vaccins à virus atténué. Le diagnostic repose sur les tests cutanés positifs au vaccin lui-même, mais également en association avec un test cutané positif à la gélatine ou à la mise en évidence des IgE spécifiques. Le sel d'aluminium, donc, c'est un adjuvant qui est utilisé dans certains vaccins. Il est responsable essentiellement de réactions retardées à type de nodules persistants au point d'injection. Donc, dans ce cas-là, il faut juste faire une injection plus profonde et appuyer bien sur le point d'injection. Également, le latex, des cas d'anaphylaxie grade 3 ont été rapportés essentiellement avec le vaccin de l'hépatite B. Donc, ça répond aux recommandations de l'exploration d'une suspicion d'allergie au latex. Bien évidemment, la démarche diagnostique face à une suspicion d'une allergie au vaccin repose tout d'abord sur l'interrogatoire précis. Le clinicien doit obligatoirement rechercher les antécédents d'une réaction vaccinale antérieure, préciser le type de la réaction, sa sévérité, les délais d'apparition, mais également le vaccin qui a été utilisé. Parfois, ce n'est pas évident de le retrouver à l'interrogatoire. Rechercher une allergie alimentaire, en l'occurrence l'allergie à l'œuf, l'allergie à la gélatine. Les antécédents donc, de réaction à l'hydroxyde d'aluminium et également à rechercher, surtout que c'est un produit qui est utilisé dans plusieurs produits, les produits cosmétiques, les déodorants, pour le PEG, polysorbate 80 également, mais aussi pour tous les excipients, déterminer la chronologie et le degré de gravité de la réaction, et surtout poser la question, est-ce qu'il y a une éventualité de nouvelle vaccination par le même vaccin? Bien évidemment, l'examen clinique est fondamental. Si on assiste à la réaction, les choses sont claires, on va prendre des photos, mais on va encourager donc les parents, les patients à prendre des photos, les ramener pour pouvoir analyser ces types de lésions, pour pouvoir décider par la suite de la conduite à tenir. Vous allez voir que c'est important de déterminer la gravité, la nature et la gravité de la lésion, parce que parfois on n'est pas amené à réaliser un bilan allergologique.
Quel bilan et quand? Donc, ce bilan allergologique permet de détecter les patients à risque réel de développer une réaction anaphylactique potentiellement grave en cas de nouvelle exposition. C'est la principale hantise de médecins traitants, également de l'allergologue. Bien évidemment, si on va indiquer un bilan allergologique, il doit être adapté à la nature, à la chronologie, à la durée de la réaction. Pour cela, donc, plusieurs recommandations, les recommandations de l'OACI 2017, également les recommandations de 2016, ont permis donc de clarifier les choses, d'établir des algorithmes, simplifier donc la prise en charge d'une réaction vaccinale chez un patient, surtout qui va être vacciné qui va avoir une revaccination. Donc, si on est face à une réaction locale, pas de bilan allergologique, nouvelle vaccination. Pour les urticaires localisés, c'est essentiellement dû à une granulation aspécifique de mastocytes, donc il n'y a pas lieu de faire un bilan allergologique. Indiquer une nouvelle vaccination sous antihistaminique pour une durée au moins de 48 heures. Donc pour ces patients-là, il faut les bien sensibiliser, les bien éduquer par rapport à l'adhésion au calendrier vaccinal. Par contre, les choses sont différentes quand il s'agit d'une réaction anaphylactique sévère, et c'est logique, c'est des anaphylaxies grade 3 et 4. Donc il est important de déterminer est-ce que c'est le vaccin qui est incriminé, est-ce que c'est l'excipient. Dans ce cas, le bilan allergologique est obligatoire, il est impératif. Ce bilan allergologique, bien évidemment, doit répondre à des recommandations. Les deux principaux examens à réaliser, ce sont les tests cutanés à lecture immédiate, surtout lorsqu'on suspecte une réaction immédiate ou devant une réaction anaphylactique. Donc tous les produits peuvent être testés, donc le vaccin pur, les excipients. La valeur diagnostique des tests cutanés à lecture reternée est très incertaine. On peut avoir recours lorsqu'on a une suspicion, une incrimination des excipients au dosage d'IgE spécifique de l'œuf, de la gélatine, du latex, lorsque donc une allergie est suspectée. Ils vont nous aider pour le diagnostic. Bien évidemment, si on va décider de réaliser des tests cutanés, ces tests cutanés doivent répondre aux bonnes pratiques. C'est des tests qui sont réalisés dans un milieu hospitalier, sous surveillance, un allergologue expérimenté, respecter les concentrations sans dépasser donc les concentrations recommandées. Bien évidemment, c'est des tests qui peuvent être faits à tout âge, donc c'est important pour un enfant, un nourrisson qui a un calendrier vaccinal à adhérer, donc ne pas retarder la réalisation de ces tests cutanés, bien sûr respecter les délais de 6 à 8 semaines après la réaction. On testera le vaccin lui-même et si nécessaire, les différents composants en fonction de ce qui a été recommandé. Voici un algorithme diagnostique en cas de suspicion de réaction allergique. On commencera par les prix. Si les prix sont négatifs, on passera aux intradermaux réactions à la dilution de 1 centième. Lorsque on a des EDR qui sont négatifs avec une forte probabilité clinique d'une réaction allergique, on peut passer à la dilution suivante, mais tout en étant vigilant dans l'interprétation de ces tests cutanés. Bien évidemment, donc, si l'allergie au vaccin confirmé est confirmée, quelle sera l'alternative? On peut revacciner, mais en respectant certaines mesures. On va tout d'abord voir est-ce que la revaccination est obligatoire. Il est parfois possible de recueillir un vaccin ne contenant pas de substance donc responsable, surtout lorsqu'il s'agit surtout lorsque l'excipient est incriminé. Sinon, c'est les inductions de tolérance ou la désensibilisation transitoire, donc, qui consiste à l'administration de doses croissantes de vaccins en milieu hospitalier à proximité d'une trousse d'urgence toutes les 15 à 30 minutes, à condition qu'il n'y ait aucun signe donc, de réaction allergique. Voici un exemple de progression de dose jusqu'à la dose totale du vaccin qui sera administré, et c'est des protocoles qui ont montré un succès qui peut aller jusqu'à 80 à 90% des cas. Donc au final, je dirais, avant toute vaccination, le sujet atopique présente un risque de survenue de réactions allergiques que la population générale. Donc, vaccinez vos patients, adhérez au calendrier vaccinal. La vaccination se fait dans des conditions standards. En face à une réaction vaccinale, c'est un défi pour le clinicien et pour l'allergologue parce qu'il doit répondre au médecin. Vous pouvez revacciner votre patient sans problème, mais soit directement sans bilan allergologique ou après bilan allergologique qui sera basé sur les tests cutanés, sur le dosage des IgE. Bien évidemment, même si je confirme l'allergie au vaccin, il y a une alternative, soit
utiliser des vaccins différents par rapport, surtout s'il s'agit d'un excipient qui est incriminé. Sinon, c'est les inductions de tolérance qui est la meilleure donc, option thérapeutique. Bien évidemment, une allergie vraie au vaccin doit être déclarée auprès d'un centre de pharmacovigilance. Ça va permettre, bien évidemment, d'avoir une épidémiologie précise de cette pathologie-là, mais aussi étudier le profil clinique, le profil allergologique chez ces patients-là. Malheureusement, on ne dispose pas de données tunisiennes. J'ai contacté le service de pharmacovigilance. Il n'y a pas vraiment de données tunisiennes concrètes concernant donc l'allergie au vaccin. Également, j'ai demandé la question, est-ce que vous avez eu affaire à des patients allergiques, atopiques, qui sont venus demander est-ce que je peux être vacciné ou pas? Malheureusement, pas de données aussi. Juste pendant la pandémie Covid, il y a eu juste constatation d'une exacerbation d'urticaire chronique chez ces patients. Chez ces patients qui sont suivis pour de l'urticaire chronique. J'ai demandé également auprès de nos amis pédiatres, l'allergie au vaccin est très 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 rare, mais tous les patients qui ont été explorés, c'est des réactions sévères et chez qui on a pu pratiquement apporter une alternative thérapeutique à travers la désensibilisation. Je vous remercie. Merci, professeur Darfous, pour cette belle revue et mise au point. Et on va passer la parole à la salle pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci Hafez pour cette revue qui nous a vraiment remis en tête tout ce qu'il fallait faire. Je voulais juste savoir, qu'est-ce qui est plus fréquent finalement, les allergies aux excipients ou les allergies au vaccin lui-même? En fait, ce qui est les plus fréquents, c'est les allergies au vaccin lui-même. Les excipients, il y a toujours une alternative par rapport au... D'abord, ils sont très rares et il y a pas le nombre d'excipients qui peuvent donner des réactions allergiques sont très très faibles. Donc, c'est essentiellement le vaccin lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, par là. Oui, merci. En fait, la question de la vaccination, elle concerne surtout nos collègues de la ville. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller justement à nos collègues pour les gens à qui ils suspectent une atopie, tout ça? On peut leur dire vraiment de faire le vaccin ou ils font juste un petit interrogatoire, au moindre doute ils nous les envoient? Comment on peut les rassurer? Parce que c'est eux qui sont en première ligne. Pour les patients atopiques, c'est vraiment la principale hantise des patients et des parents et de médecins traitants. Un interrogatoire précis, bien évidemment, pour déterminer la nature de la maladie allergique, surtout vérifier le contrôle de la maladie allergique pour éviter les exacerbations, puisque la survenue d'exacerbation de la maladie allergique est possible. Rechercher, surtout, est-ce qu'il y a des antécédents d'allergie aux certains excipients, ça c'est très important, et est-ce qu'ils ont été explorés ou pas. Sinon, comme vous le voyez, même l'allergie à l'œuf n'est plus, donc n'a pas d'impact sur la vaccination, surtout pour les rassurer parce qu'ils présentent le même risque que la population mais générale, les vacciner dans les centres de vaccination, éduquer surtout les médecins de première ligne par rapport à la vérification de la composition du vaccin et surtout le préciser, le mentionner sur le dossier du patient parce qu'il n'est pas à l'abri d'une réaction. Donc il n'y a pas vraiment il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'inquiéter par rapport au vaccin. Les atopiques ne doivent pas s'inquiéter par rapport à la vaccination et par rapport au vaccin. Une question là? Vous avez celui-ci? Merci Hafez pour ta brillante conférence. Est-ce que la prémédication est conseillée chez certains patients?
Oui, je l'ai dit, donc la prémédication est conseillée que chez les patients, par exemple les patients qui ont des antécédents d'allergie à l'œuf et qui ont présenté des réactions anaphylactiques sévères. Il est recommandé, il est plutôt prudent de réaliser le vaccin sous couverture antihistaminique. La deuxième situation, c'est les patients qui ont présenté une réaction vaccinale et qui ont besoin d'un rappel, et lorsque la réaction est localisée, minime, donc on peut recommander une couverture par un antihistaminique pendant les 2-3 jours qui suivent donc l'acte vaccinal. Merci. Dernière question, docteur Tiar. Ouais. Diara. Merci Hafé. Moi, je voulais juste vous faire part d'une expérience au moment des vaccinations anti-Covid. J'ai eu affaire à plusieurs patients qui avaient des accidents graves à certains médicaments, par exemple, des réactions allergiques très graves, et ils sont tous venus demander s'ils pouvaient se faire vacciner donc, contre le Covid. Et ils ont été adressés en pharmacovigilance, et puis le vaccin a été fait en hospitalisation, en courte hospitalisation de quelques heures, avec des précautions très très strictes, et ça s'est bien passé chez tous les patients. Il n'y a pas eu d'accident, et donc voilà. Merci. C'est un message rassurant. Merci. Donc, on termine cette session. Merci, professeur Dafrous. Je vais passer la parole à Dr Gharbi Nourdine pour modérer la deuxième session. Bonjour, je remercie vraiment, franchement, l'Assad Farfar, BJ, pour leur invitation et surtout avec Zouhair, cette grande organisation. C'est vraiment très 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 beau et c'est réconfortant de voir ça en Tunisie. Le prochain orateur, il vient de Reims. C'est le docteur Jean-François Fontaine, qui est aussi le président de l'ANAFORCAL. Donc, il va nous parler des compléments alimentaires que l'on utilise de plus en plus, et surtout les nouveaux. Ce sont des nouveaux facteurs de risque d'allergie. Merci, docteur Fontaine, de venir à la barre. Merci. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier le comité d'organisation pour m'avoir invité à découvrir ces belles rencontres de l'Association franco-tunisienne de pneumologie et de la TUFORCAL, et de m'avoir finalement incité à me pencher un peu plus sur le risque allergique que peuvent représenter les compléments alimentaires. C'est un sujet auquel je m'intéressais que ponctuellement, et j'imagine que c'est le cas pour vous au gré de quelques cas cliniques. Mais quand mon ami Majed m'a posé la question, m'a demandé si je voulais bien partager avec vous un certain nombre d'éléments bibliographiques et d'expériences, j'ai bien sûr dit oui. Alors, je ne sais pas pourquoi tu t'intéressais particulièrement aux compléments alimentaires, si tu en consommes, mais nous allons voir que ce sont de nouveaux facteurs de risque potentiels d'allergie. Alors, juste une précision, je ne suis plus président de l'ANAFORCAL depuis 2 mois, donc j'ai laissé la main à une équipe plus jeune. Je crois que le renouvellement, c'est très bien. Je reste par contre pour l'instant vice-président de la Fédération ANAFORCAL internationale et vice-président de la Fédération française d'allergologie. Alors... oui, je reviens. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur le sujet, donc j'ai passé un petit peu vite. Alors, qu'entend-on par complément alimentaire? En fait, ce sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée, souvent, donc de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, soit seules, soit combinées, et notion importante, qui sont commercialisées sous forme de doses. Une tisane n'est pas un complément alimentaire. Donc les compléments alimentaires ont l'aspect du médicament,
ils sont commercialisés sous forme de gélules, sous forme d'ampoules, sous forme de bonbons, on verra, mais il ne s'agit pas de médicaments. Donc ils n'ont pas besoin d'AMM pour être mis sur le marché et ils n'ont pas le droit de revendiquer un effet thérapeutique. Et ils font l'objet, donc, notamment en France, donc, d'une déclaration auprès de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui va s'occuper de l'examen de la composition, de contrôle, donc de fabrication. Ce volet en fait de contrôle va être transféré prochainement donc à la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Et puis donc cette DGCCRF en fait liste les ingrédients qui sont autorisés et donc vérifie quelle est la responsabilité de l'industriel pour la conformité en termes de sécurité et d'information du consommateur. C'est quelque chose donc, qui commence à être réglementé. Et pour quelle raison? Eh bien parce que dans ces compléments alimentaires, on peut retrouver énormément de substances différentes. En fait, l'article du décret donc, dont je vous mets le numéro ici, donc, relatif à ces compléments alimentaires, stipule que seuls peuvent être utilisés pour la fabrication des compléments alimentaires des nutriments, donc, en particulier des vitamines ou des minéraux, des substances à but nutritionnel ou physiologique qui sont chimiquement définies autres que des vitamines ou des minéraux, c'est par exemple l'inuline, des plantes, et c'est ce qui va nous intéresser en particulier en termes d'allergie, ou des préparations de plantes qui sont définies de façon très large. Il peut s'agir d'extraits de champignons, par exemple, et puis d'autres ingrédients dont l'utilisation en alimentation humaine est traditionnelle ou reconnue. Alors là, pour le coup, il peut s'agir d'aliments, donc on connaît pour des éventuelles allergies alimentaires, mais qui vont être utilisées sous forme en particulier concentrée pour fabriquer des compléments alimentaires. Des extraits de lin, par exemple, mais qui seront présentés sous forme de compléments alimentaires. Et puis, il y a des additifs, des arômes et des auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé en alimentation humaine. En pratique, ces compléments alimentaires, eh bien, il va s'agir de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, d'extraits végétaux, et dans la littérature, j'ai surtout retrouvé des problèmes avec les extraits végétaux ou d'extraits de champignons. En fait, dans la littérature, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose, parce qu'on va le voir après, ces compléments alimentaires, ils sont décrits comme potentiellement allergisants, donc pour certains, font l'objet essentiellement de cas cliniques isolés, qui sont publiés, ou pas d'ailleurs, sous forme de posters ou plus rarement d'articles. Et lorsqu'on fait une recherche bibliographique en combinant allergie, compléments alimentaires, sur PubMed ou sur d'autres moteurs de recherche, eh bien, on se trouve noyé dans des centaines en fait, d'articles qui non pas décrivent les allergies aux compléments alimentaires, mais décrivent quels pourraient être les effets bénéfiques des compléments alimentaires sur l'allergie. Donc, ce qui ne facilite pas les choses. Et en fait, ces compléments alimentaires, ils font partie d'une utilisation assez large de ce qu'on appelle les thérapeutiques alternatives chez nos patients. Les thérapeutiques alternatives, ça va de l'utilisation de la pierre chaude, qui peut provoquer des brûlures, ça a été décrit comme effet indésirable des thérapeutiques alternatives, à la méditation, en passant par la kinésiologie, enfin tout ce que vous voulez. Et nos patients ont recours de plus en plus fréquemment à ces médecines dites complémentaires ou alternatives, et c'est le cas en particulier chez nos patients asthmatiques et ou allergiques. Parmi ces médecines, ces thérapeutiques alternatives, figurent les compléments alimentaires. Et il y a, pour ces compléments alimentaires, identifié des défauts de contrôle de la production, de la commercialisation, il y a des possibilités de contamination avec d'autres produits, il y a des ingrédients qui parfois ne sont pas conformes, en particulier avec ce qui est acheté sur Internet, il y a des fraudes, et c'est tout l'objet de ce qui a fait la réglementation dans l'Union européenne pour tous les traitements de phytothérapie et d'homéopathie. La déclaration des effets indésirables est moins spontanée, moins structurée que pour les médicaments. Et comme je vous le disais, on a surtout des cas cliniques isolés ou des publications locales qui ne sont pas toujours traduites, donc qui ne sont pas forcément diffusées. Donc
Et dans une étude rétrospective sur des cas d'allergie immédiate potentielle aux herbes médicinales, là il ne s'agit pas forcément de compléments alimentaires, mais ça portait sur les herbes médicinales, rapportées dans 42 pays entre 1969 et 2014. Eh bien, donc, cette étude montrait qu'il y avait 757 cas rapportés d'effets indésirables allergiques avec divers végétaux, parmi lesquels on retrouve des choses que nous ne connaissions pas, mais auxquelles on va peut-être s'intéresser, comme certaines plantes, Echinacea purpura, et puis vous voyez qu'il figure aussi la fléole, donc certains patients prennent des extraits ou consomment des graminées. Dans l'étude située à droite, vous voyez, qui avait été faite chez 351 patients qui souffraient de rhinoconjonctivite saisonnière, d'asthme, d'eczéma ou d'allergie alimentaire, en Europe et en Allemagne, eh bien, on voit que quand même 26,5% avaient recours à des traitements alternatifs. Et parmi ceux-ci, un bon nombre utilisaient soit des herbes médicinales, c'était le cas pour l'asthme au Royaume-Uni, mais aussi dans la dermatite atopique en Norvège. Et puis, parmi ces patients traités pour dermatite atopique, certains, à peu près 18%, signalaient qu'en fait, ils prenaient ces thérapeutiques alternatives sous forme de compléments alimentaires. Donc finalement, on a quand même un nombre de patients assez important qui a recours à ce type de traitement. Et dans cette enquête menée en 2013 auprès de membres de l'American Academy d'allergie, et qui n'a obtenu que 71 répondants, mais quand même qui représentent à peu près une dizaine de pourcents des personnes qui avaient été interrogées, en fait, on voit que la plupart des praticiens déclaraient suivre des patients et recours à des produits naturels, les herbes médicinales, les vitamines, les probiotiques, les huiles de poisson. Et une majorité de praticiens, en fait, n'interrogeaient pas systématiquement les patients quant à l'emploi de médecines alternatives en général et de compléments alimentaires en particulier. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, moi le premier, donc je ne leur pose pas systématiquement la question, sauf après orientation anamnestique, donc je ne leur pose pas systématiquement la question de l'utilisation de ces compléments alimentaires. La quasi-totalité des médecins, du reste, ne disposaient pas de questionnaires standards sur ce point. Et pourtant, le recours est assez fréquent, et parmi les motifs de recours et de traitement alternatif que ces patients décrivaient, il y avait la rhinite allergique, l'asthme, l'eczéma, l'allergie alimentaire, des choses qui nous concernent au premier chef et qui sont notre quotidien. Près de 60% des praticiens disaient avoir observé des effets indésirables de type allergique liés à des compléments alimentaires ou des thérapeutiques alternatives, et c'était souvent des herbes en particulier, dont une anaphylaxie au miel, une exacerbation d'eczéma, des allergies aux échinacées, et puis surtout un des effets les plus ennuyeux, je pense, et les plus visibles, c'est l'abandon des thérapeutiques ou le moindre recours aux thérapeutiques usuelles. Le patient asthmatique qui prend des compléments alimentaires aura peut-être tendance finalement à moins prendre et moins correctement son traitement de fond. Et ces compléments alimentaires, ça concerne aussi les enfants. Dans cette étude qui avait été menée à Varsovie, dans 38 écoles primaires, sur 42 qui avaient été sélectionnées, dont 38 avaient accepté l'étude, auprès d'enfants de 6 à 7 ans qui entraient à l'école primaire, eh bien, on voit que 51% des enfants avaient reçu des compléments alimentaires. Et là, on parle de compléments alimentaires, hein, donc il s'agit bien non pas d'herbes médicinales, mais bien sous la forme de compléments alimentaires, dont 40% régulièrement et 60% occasionnellement. Alors, c'était plus fréquent chez les enfants aux antécédents allergiques, notamment alimentaires, pas plus chez les enfants asthmatiques diagnostiqués par le médecin, mais par contre chez les enfants qui étaient suspects d'asthme, par leurs parents en fait, ou suspects d'être à risque d'asthme, eh bien c'était plus fréquemment utilisé. Et parmi ces compléments alimentaires, il y a bien sûr les vitamines, et ça se comprend, donc ces enfants bénéficient tous de vitamines, mais aussi pour 11% d'entre eux d'extraits végétaux.
L'administration était généralement effectuée sans avis ou recommandations médicales, et donc les allégations les plus souvent donc de ces compléments alimentaires, c'était la prévention des infections respiratoires, et l'auteur, à juste titre, met en parallèle cette utilisation et la bonne opinion qu'en avaient les parents avec l'intention de vaccination contre influenza qui concernait seulement 3% des familles. Donc un recours plus aux compléments alimentaires que parfois à la médecine fondée sur les preuves. Alors, ces compléments alimentaires, il y en a de très très nombreux. Et vous voyez que ce site de l'ANSES que j'ai consulté il n'y a pas plus de 10 jours, en fait, en recense 92 545 à cette date qui ont été répertoriés, et avec de très nombreuses allégations santé, dont certaines vont nous intéresser, ou du moins intéresser nos patients. L'immunité, le sport, la digestion, les affections cutanées, les antioxydants, et puis d'autres qui allèguent une efficacité dans les problèmes des voies respiratoires. Il y a donc des milliers de produits, ce qui n'est pas sans nous poser problème pour rechercher s'ils présentent un risque particulier chez nos patients allergiques. Parmi cette longue liste, beaucoup d'ingrédients végétaux, vous voyez que plus de 3000 avec la vigne, un certain nombre quand même avec la spiruline, les échinacées, le gingembre, et parmi ces végétaux, de nombreuses familles dont certaines nous parlent, certaines prennent des bétulacées, des légumineuses, je n'en parlerai pas de ces aliments utilisés sous forme de compléments alimentaires, parce que nous les connaissons surtout en termes d'allergie alimentaire, et j'ai surtout axé la revue bibliographique, sans trouver énormément de choses sur ce qui avait été décrit comme allergie à un complément alimentaire, et non pas à un aliment qui n'aurait pas été présenté sous forme de complément alimentaire. Alors, parmi la longue liste des plantes que l'on retrouve dans ces compléments alimentaires, il y en a certaines qui nous parlent d'emblée, comme le frêne, ou comme des choses que nos patients nous ont décrites pour, par exemple, la prise de spiruline. Et pourrait-il s'agir d'allergènes émergents? J'ai repris ici, sous forme de frise, la description qui avait été faite par le réseau d'allergovigilance français des allergènes émergents entre 2002 et 2020. Il y a très peu de choses qui pourraient nous faire évoquer un risque plus particulier pour des compléments alimentaires, mais vous voyez qu'on peut s'interroger quand on voit un cas clinique d'allergie à la propolis, d'un cas clinique d'allergie à des algues, d'un cas clinique d'allergie au mouroug. Et pour revenir sur ces cas cliniques, c'est essentiellement ce que nous vivons en pratique. Et là, je vous livre un cas clinique d'un de mes patients que j'ai eu il y a quelques années, et que je dois avouer à ma grande honte, je n'ai ni déclaré ni publié, vous verrez, c'est peut-être pas trop tard. C'est un patient de 34 ans, pharmacien, qui juste après le petit déjeuner avait une sensation de chaleur, érythème du visage, œdème des lèvres, gêne respiratoire, puis urticaire généralisée avec malaise et vomissement, pris en charge par les pompiers, ça avait régressé en quelques heures. Il avait mangé très peu de choses, et le bilan finalement était négatif pour tout ce qu'il avait consommé. Dans ses antécédents, on retrouvait choses intéressantes et que je ne m'explique pas, peut-être aurez-vous une réponse, une notion d'allergie de contact à la colophane. Et en fait, il prenait depuis une semaine un traitement qu'il disait naturel et qui commercialisait dans sa pharmacie de Vitaflor. La symptomatologie était en fait apparue dans les minutes qui avaient suivi l'ingestion d'une ampoule. Il s'agissait de gelée royale bio. Alors, les tests cutanés sont avérés très positifs, vous voyez en bas pour la gelée royale, négatifs pour tout le reste. Et il avait des IgE spécifiques du miel, ça se faisait encore à l'époque, ça ne se fait plus, on n'a plus de miel à disposition pour la recherche d'IgE sériques spécifiques parce que la sensibilité, la spécificité n'étaient pas toujours bien documentées, mais il avait aussi des IgE spécifiques pour l'abeille, il n'a jamais eu d'incident pour l'instant avec une piqûre d'hyménoptère, et tous les allergènes recombinants disponibles de l'abeille étaient négatifs.
Alors, cette gelée royale, c'est un nutriment fabriqué dans les glandes de l'hypopharynx des abeilles, donc avec des rares cas d'allergie alimentaire et d'asthme professionnel qui ont été décrits. Et dans ces asthmes professionnels, une étude japonaise avait montré la possibilité de réactivité croisée entre gelée royale et venin d'abeille. Mais dans ce cas précis, je me suis aussi posé la question de savoir quel lien il pouvait y avoir entre la sensibilisation à la colophane qu'il décrivait, donc les sensibilisations aux produits de la ruche, sachant que les sensibilisations à la colophane ou à la propolis vont plutôt donner des allergies de contact, alors que là, il s'agit d'allergies IgE médiées. Et en fait, ça me permet de venir avec vous sur ces compléments alimentaires qui sont originaires de la ruche, en particulier la gelée royale et la propolis. Et dans cette étude relativement récente, qui reprend 32 cas d'anaphylaxie aux produits de la ruche déclarés au réseau d'allergovigilance entre 2002 et 2021, vous voyez qu'on a donc des pollens, mais aussi 2 cas d'allergie à la gelée royale et 1 cas à la propolis. Donc la gelée royale, qui est sécrétée par les glandes hypopharyngées mandibulaires des ouvrières, des abeilles ouvrières, contient quand même 18% de protéines. Et il y a plus de 20 cas d'allergie dans la littérature qui ont été décrits, dont un cas d'asthme fatal chez une jeune fille de 11 ans quand même. Quant à la propolis, qui est une substance résineuse qui est collectée au niveau des bourgeons par les abeilles, qui sert à colmater les cloisons des ruches, comme on le disait, elle donne essentiellement des allergies de contact, mais il y a de rares cas d'anaphylaxie qui ont été décrits et signalés à l'ANSES, dont un avec la gomme de propolis. Autre intérêt en termes de compléments alimentaires, c'est l'intérêt qui a été porté aux plantes de la famille Echinacea, Purpurea notamment. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, et moi je ne m'y intéressais pas du tout avant de faire ce topo, je dois l'avouer. Echinacea purpurea, c'est une plante de la famille des Astéracées, une plante ornementale des jardins, et de reconstitution des prairies, et qui a été beaucoup utilisée en usage médicinal autrefois, notamment en Amérique du Nord, avec pour allégation santé une stimulation de l'immunité, une prévention des infections, peut-être parce qu'elle comprend des composés phénoliques. Mais il y a eu un cas clinique décrit à l'ANSES d'une patiente de 49 ans qui a fait une anaphylaxie grade 3 après prise d'Actirub. Alors l'Actirub contient différents composants, dont je vous ai simplement mis la liste à titre informatif sur la droite, mais le test cutané était très positif pour le comprimé et l'ANSES a conclu à une anaphylaxie très vraisemblable aux compléments alimentaires et en particulier avec Echinacea purpurea qui a déjà été décrite en Australie avec une série australienne, pour être responsable de manifestations de type allergique, type d'anaphylaxie, de crise d'asthme, d'urticaire. Et cette Echinacea purpurea se trouve aussi sous forme de complément alimentaire. Sur 100 patients atopiques qui souffraient de rhinite allergique et ou d'asthme, mais qui jamais n'avaient pris d'Echinacea, en fait, les auteurs retrouvent quand même que 20% avaient des tests cutanés positifs pour l'extrait de plante, ce qui pose la question aussi des réactions croisées potentielles avec d'autres astéracées. Alors, autre complément alimentaire sur lequel on retrouve très peu de bibliographie, j'ai bientôt fini, je vois que tu regardes ta montre, c'est la spiruline. En fait, c'est une microalgue bleu-vert, donc une cyanobactérie qui est commercialisée, vous le savez, sous forme de complément alimentaire, mais qui entre aussi dans la composition de gâteaux, de pâtes, de pain, qui est riche en protéines, riche en minéraux, et à ce titre-là, elle a fait l'objet d'un gros développement. Vous voyez qu'on en produit plus de 56 000 tonnes par an. Et il y a dans cette publication récente 5 cas d'allergie retenus, sur 49 résultats de recherche qui, pour être certains, n'étaient pas complètement documentés. Des protéines allergéniques ont été identifiées dans la spiruline, dont la phytocyanine C, mais aussi d'autres molécules dont je vous laisse lire le nom, et qui peuvent poser la question d'allergie croisée potentielle avec d'autres éléments végétaux, voire animaux. Enfin, deux choses un peu plus surprenantes. Les compléments alimentaires ont été décrits aussi comme potentiellement allergisants pour la lactase de synthèse. Là, il y a un cas clinique de cette patiente de 38 ans qui avait décidé d'elle-même d'une supplémentation par lactase parce qu'elle avait fait un autodiagnostic d'intolérance au lactose. Elle est asthmatique, mais bien contrôlée. Et en fait, immédiatement après la prise d'un premier comprimé de lactase, elle a fait un œdème des paupières, urticaire du visage.
donc striction pharyngolaryngée et dyspnée. Et en fait, les tests cutanés donc, étaient très positifs pour le comprimé en complément lactasique, de complément lactasique, mais aussi de la lactase de synthèse qui avait été utilisée. Et cette lactase de synthèse, elle est souvent préparée à partir de cultures de moisissures, notamment Aspergillus oryzae, pour sa capacité à sécréter de grandes quantités de protéines et notamment d'enzymes. Il y a des cas d'allergie professionnelle qui ont été décrits. Je pense que c'est intéressant de discuter avec les médecins du travail et de regarder ce qui se fait dans la littérature en termes d'allergie professionnelle, parce que des fois, c'est le petit signe d'alerte qui montre qu'on peut se sensibiliser à une substance lorsqu'on travaille, par exemple, sur des chaînes de fabrication des compléments alimentaires. Cette patiente, elle a réintroduit les produits laitiers sans incident. Je passerai très vite sur les minéraux, parce que j'ai été très surpris de constater qu'il y avait eu des cas décrits d'aggravation d'eczéma ou de récidive d'eczéma, manifestement liés à la prise de chrome sous forme de complément alimentaire. Je ne savais pas qu'on pouvait prendre du chrome. En fait, c'était des sirops de chrome avec des quantités significatives chez des patients qui étaient sensibilisés au chrome. Et puis, je voudrais pratiquement terminé, parce que ça va être le dernier complément alimentaire ou la dernière plante dont je vais vous parler, avec Moringa oleifera. Alors Moringa oleifera, qui est encore appelé arbre miracle ou bienfait des dieux, très riche là aussi en vitamines et en minéraux, a de nombreuses allégations santé. Sur certains sites, on voit qu'il traiterait plus de 300 maladies, dont le diabète et les allergies, serait un puissant antihistaminique. Il est consommé comme aliment, mais il l'est aussi maintenant, vous voyez en bas à droite, sous forme de complément alimentaire. Et il y a quelques cas d'allergie alimentaire aux feuilles qui ont été publiés, dont un cas tunisien. Donc je ne pouvais quand même pas manquer de signaler cette particularité. 5 allergènes de poids moléculaire, donc vous voyez les poids moléculaires ici ont été décrits. Et alors, pour terminer, comme mon ami Jean-François Nicolas va passer derrière moi, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer ces résultats d'une étude d'immunologie complètement fondamentale menée chez des souris. Avec un gavage, avec une alimentation par Moringa oleifera. En fait, ces études menées chez la souris qui ingérait des feuilles de Moringa oleifera, ont développé une altération des jonctions intercellulaires de la muqueuse intestinale, parce que certains composants de la plante en fait diminuent très certainement l'expression des protéines de jonction intercellulaire de la muqueuse intestinale, augmentent la perméabilité, augmentent le transport transmembranaire et le passage de macromolécules, créent un état inflammatoire local, et les auteurs se posent la question de savoir si ça finalement la plante ne facilite pas elle-même l'apparition de l'allergie à la plante. Quid des associations avec les autres composants alimentaires, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres, vous voyez, qui font l'objet de cas cliniques ponctuels, dont une ésophagite eosinophile qui était due à un extrait de riz rouge, ou encore à des compléments alimentaires contenant du gingembre. Voilà, en conclusion, je dirais que c'est compliqué de trouver quelque chose de synthétique, parce qu'il s'agit de cas cliniques isolés, que les tableaux cliniques sont très divers et que je crois qu'il ne faut pas se laisser surprendre. Peut-être qu'on cherche quand même assez systématiquement l'emploi de compléments alimentaires chez nos patients. Parce que les patients allergiques, eux aussi en prennent. Ils ne nous signalent pas forcément cette prise. Nous en connaissons, nous, soignants, très peu les effets potentiels. Et puis surtout, il y a de nombreuses substances, en particulier végétales, et qui nous invitent à nous poser la question des réactions croisées potentielles avec ces compléments alimentaires. Donc, y penser, partager nos expériences, déclarer lorsqu'on a des réseaux qui permettent de le déclarer, d'autant que vous voyez ici à droite, maintenant ces compléments alimentaires sont commercialisés sous le nom de gummies. Donc pour certains, c'est des gommes qui ressemblent à des bonbons, et les patients vont en prendre de façon très, très anodine pour eux, parfois à des doses qui sont beaucoup plus importantes que conseillées. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Fontaine. Une ou deux questions? Merci. Merci Jean-François pour cette très belle conférence. Tu m'avais posé la question pourquoi je t'avais proposé ce sujet. En fait, en Tunisie, nous avons
une consommation de plus en plus importante de compléments alimentaires. Moi, comme visiteur médicaux qui viennent à mon cabinet, il y a 8 qui parlent de compléments alimentaires et 2 qui parlent de médicaments. Et puis, les compléments alimentaires, ils ne sont pas régis par les mêmes règles. Donc, ils mettent ce qu'ils veulent, ils fabriquent pratiquement ce qu'ils veulent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a posé la question, quand on fait l'interrogatoire type du patient qui vient pour une allergie, ben on cherche, avec les hobbies, avec tout ce qu'il fait, avec les animaux, qu'est-ce qu'il consomme comme complément alimentaire. Donc c'était ça en fait. Oui. Pour ça. Mais je m'en doutais, la consommation augmente au niveau mondial. Alors c'est vrai qu'un des challenges, ça va être d'essayer d'y penser, puis peut-être de répertorier d'explorer et de répertorier les cas. Oui. Et ce qui m'a interpellé quand même, c'est, alors bien que je ne sois pas immunologiste, que je ne fasse pas de recherche fondamentale et que ça ait été fait chez des souris, c'est la dernière étude dont je vous ai montré quelques résultats qui laissent penser qu'il y a peut-être aussi des effets délétères de certains compléments alimentaires sur la muqueuse intestinale et que ça peut peut-être potentialiser l'apparition de l'allergie aux compléments alimentaires, éventuellement à d'autres compléments alimentaires, éventuellement d'allergies alimentaires. Notre oncologue national, Moda. Bon, je voulais juste faire une remarque. Nous, en Tunisie, c'est en premier lieu Alanda et Graviola. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les malades nous arrivent avec des interactions médicamenteuses. Et on a eu des décès, des tableaux d'insuffisance rénale et hépatique. Et en fait, les malades ou les parents ne disent jamais. Et quand un malade pose un problème alors qu'il n'a reçu aucun traitement, on se retrouve souvent devant des prises de médecine alternative. Et ce qui est grave parfois, c'est que ce sont des toxicités très graves. C'est vrai que je me suis intéressé ici qu'au volet allergique, mais il y a tous les effets toxiques, effectivement, aussi, et d'interactions médicamenteuses qui... Merci Jean-François. L'autre problème majeur, c'est bien sûr le manque d'AMM, c'est la consommation, mais c'est aussi la distribution sans ordonnance. C'est un produit actuellement en Tunisie, enfin en Tunisie je pense que c'est partout dans le monde, qui sont vendus, ce qu'on appelle comme produit conseil, par le pharmacien, mais qui sont encore vendus dans la parapharmacie. Mais ils ont complètement dépassé l'homéopathie. Vous savez, nous avons un laboratoire d'homéopathie en Tunisie qui est pratiquement en faillite devant cette poussée. Je pense que, enfin, il n'y a pas de responsable actuellement avec nous, mais je pense qu'il faut revoir un peu leur autorisation de mise sur le marché pour qu'ils... Hein? Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de travailler sur une réglementation. Donc ça devrait sortir bientôt, il va y avoir des règles. La différence théoriquement entre un complément alimentaire et un médicament, ça part sur la concentration par dose. Donc théoriquement, un complément alimentaire, c'est censé avoir des doses qui sont inférieures à ce que tu vas trouver dans quelque chose qui est commercialisé comme médicament. Le problème, comme tu as dit, comme vous l'avez dit, quand ce sont des médicaments qui ressemblent à des bonbons, les patients, ils en consomment énormément dans la journée en plus, et donc on va aller bien au-delà de ce qu'on prend quand on a un médicament. Et parfois, c'est des formes concentrées quand même. Donc, il y a quand même des formes concentrées. Et puis, celles en forme de poudre, par exemple, comme le Moringa oleifera. Donc, il conseille une dose, par exemple, par jour. Les patients en mettent facilement beaucoup plus. Bernard ? Oui, merci. Pour rebondir justement sur la terminologie, pendant un temps, on a vu apparaître le terme de alicament. Oui. Est-ce que ça existe encore? Parce que là, ça devient dramatique. Je ne l'ai pas vu ni recherché, j'en entends moins parler, mais je pense que c'est l'aliment en fait qui serait le médicament. Là, en fait, des compléments alimentaires en question sont dérivés d'herbes médicinales. Qui dit médicinal dirait médicament, et il mériterait peut-être justement à ce titre-là d'avoir une obligation d'obtention d'AMM. Oui, dernière petite remarque, Jean-François, tu as fait la revue de la littérature.
On voit maintenant nos jeunes qui pratiquent du sport dans les salles de sport et qui consomment de façon extraordinaire les fameuses bonbonnes de compléments alimentaires. Tu n'as rien trouvé dans la littérature parce qu'il y a un risque. J'ai pas retenu ça parce que bon, on a tous été un peu alertés et qu'il s'agit d'aliments, en fait, de protéines de lait ou donc dans les régimes hyperprotéinés. Donc je les ai considérés plus comme des aliments que nous connaissions. Donc, et j'ai accès à la recherche bibliographique sur les cas qui avaient été décrits comme vraiment avec le terme complément alimentaire en fait. En dehors du cas de Moringa oleifera, qui était un cas d'ingestion de feuilles, mais qui posait la question pour complément alimentaire. Merci beaucoup, Jean-François. On l'applaudit. Et donc maintenant, on va passer à la dernière conférence qui va être présentée par le professeur Jean-François Nicolas, qui est le professeur émérite à l'Université de Lyon-Sud, qui est dermatologue, mais qui est spécialisé en immunologie clinique et en allergologie, et qui va nous parler d'un sujet très intéressant, qui intéresse aussi bien les allergologues que tous les praticiens hospitaliers et libéraux, c'est l'urticaire chronique, diagnostic et prise en charge en 2024. À toi la parole. J'ai compris. Je vous remercie beaucoup. On va essayer. Un grand merci à la Tuforcal et à l'association des pneumologues franco-tunisiennes pour cette invitation. Bravo pour l'organisation. Je risque d'avoir un souci avec la flèche parce qu'elle demande un tout petit délai. Donc, on va essayer d'arriver à la fin de l'exposé. Donc, urticaire chronique en 2024. C'est pas sûr qu'on arrive à la fin de l'exposé. Alors, pas de lien d'intérêt particulier pour cette présentation. Alors, comme diagnostic et prise en charge de l'urticaire en 2024, on peut y passer 30 pages. Ça, c'est ce papier. 67 experts d'urticaire chronique qui ont donc publié en 2022 ces guidelines. Et comme vous le voyez, ces guidelines, elles s'intéressent à la définition, la classification, le diagnostic et la prise en charge de l'urticaire. Donc, ceux qui sont intéressés par l'urticaire, il faut absolument que vous ayez ce papier. Vous allez trouver toutes les questions importantes que je ne vais pas traiter ici, parce que le problème des guidelines, quand vous avez 67 personnes qui doivent se mettre d'accord pour donner des recommandations. Je ne sais pas si vous connaissez le tir à la corde, donc chacun a son opinion, et puis à la fin, le fameux consensus, personne n'est content, puisque le consensus, c'est justement quelque chose qui satisfait tout le monde. Donc les guidelines, vous les avez ici, 2022, puis moi je vais vous donner mon sentiment sur le diagnostic et la prise en charge de l'urticaire en 2024. C'est bon pour vous ? C'est parfait. Je suis désolé pour ça. Alors, cette diapo, c'est la plus importante parce qu'elle résume en fait tout. Et c'est pour ça que si on ne va pas à la fin, on va passer un peu de temps sur cette diapositive. Urticaire chronique, c'est une maladie qui est fréquente. C'est une maladie inflammatoire chronique. Ce n'est pas une maladie allergique. Et ça, il faut vraiment l'avoir. Et le patient qui vient en disant « j'ai une allergie », si c'est une urticaire, on lui explique qu'il n'est pas allergique. Il n'y a pas une molécule, deux molécules qui vont être capables de déclencher son urticaire chronique. Il a une maladie inflammatoire chronique. Et le mot chronique est très important parce que quand on va arriver au traitement, c'est juste en dessous, c'est ma dernière ligne, le traitement doit être chronique. Quand les patients viennent et qu'on leur pose la question « votre traitement antihistaminique, qui est le traitement anti-urticaire, est-ce qu'il est efficace ?» Ils disent non. Alors, quand on leur repose la question en leur disant « quand vous le prenez, ah mais quand je le prends, ça va très bien, mais quand j'arrête, ça revient ». Si vous avez une hypertension artérielle, vous avez un traitement chronique. Quand vous avez une urticaire chronique, vous avez un traitement chronique. On peut s'arrêter de temps en temps. Nous, ce qu'on dit aux patients, lorsqu'on le voit pour la première fois, vous prenez un comprimé d'antihistaminique tous les matins et on est parti pour 3 mois. Dans 3 mois, vous arrêtez. Si l'urticaire revient, on est parti pour 3 mois. On ne réfléchit pas. Le traitement, c'est un traitement quotidien. Ce n'est pas un traitement
quand on a une poussée d'urticaire, on prend un comprimé, le lendemain ça va mieux, on ne prend pas le surlendemain et on a à nouveau de l'urticaire 4 jours après. C'est bon? Voilà, donc ça il faut bien l'expliquer. Le diagnostic d'urticaire, il est extrêmement facile, alors en particulier pour des allergologues. C'est le prick test. C'est le prick test. Donc ce sont des lésions érythémato-œdémateuses, c'est la piqûre d'ortie. Est-ce que j'ai mon ortie qui apparaît? Oui, j'ai mon ortie. C'est la piqûre d'ortie. Ça donne des démangeaisons, et c'est bien ça le problème, c'est le prurite qui est embêtant. C'est pas tellement... bon, c'est un petit peu affichant, mais c'est surtout le prurite. Il y a deux types. L'urticaire spontanée, on se réveille le matin et on a des plaques, ou les plaques apparaissent dans la journée ou dans la soirée. Et puis l'urticaire qui est induite, je suis ici, l'urticaire qui est induite, ben c'est le dermographisme, l'urticaire au chaud, l'urticaire au froid, l'urticaire solaire. Il y a donc un facteur inducteur. Ça n'est pas une allergie au soleil, c'est le soleil qui va induire une activation mastocytaire parce que les patients qui ont une urticaire, qu'elle soit spontanée ou induite, ce sont des patients qui ont des mastocytes qui sont fragiles. On va revenir là-dessus. Il y a deux formes. Non. Deux formes d'urticaire. Celle que je montre ici, qu'on appelle l'urticaire chronique en plaques. Ce sont des plaques sur le corps. Et puis celle que je vous montrerai après, que vous connaissez, qu'on appelle angioëdème. L'urticaire chronique en plaques, l'angioëdème, c'est la même chose. Nous, les angioëdèmes, on les appelle urticaire segmentaire du visage, quand c'est le visage, ou des mains et des pieds. Si vous tombez dans les orties, vous avez des plaques sur le corps, et vous avez, donc bibendum Michelin, vous avez un angioëdème du visage, des mains et des pieds. Personne n'est jamais mort d'être tombé dans les orties. Je le dis parce que quelqu'un qui vient avec une urticaire du corps, ça n'embête personne. Si par malheur c'est une urticaire du visage, ça embête tout le monde. Et tout de suite, ça devient catastrophique. Pourquoi je dis ça? Parce que à partir du moment où l'angioëdème, vous le traitez comme une urticaire, vous n'aurez aucun problème. C'est aussi sensible aux antihistaminiques, l'angioëdème de l'urticaire, que les plaques. Par contre, si les médecins, je sais bien que vous n'avez pas peur, mais si les médecins ont peur et que le réflexe, c'est la corticothérapie générale, là, c'est dramatique parce qu'il y a 10 à 20% des patients qui vont rentrer dans un cycle infernal qu'on appelle corticodépendance. On en reparlera. Ce sont des patients qui vont avoir une urticaire qui va être de plus en plus importante, de moins en moins sensibles aux corticoïdes qu'ils vont prendre et qui vont finir par vraiment des tableaux qui sont diaboliques et qu'on va considérer comme des patients qui sont résistants aux antihistaminiques, parce qu'en effet, les patients corticodépendants, les antihistaminiques ne marchent plus, et la seule chose à faire chez ces patients, c'est de les sevrer en corticoïdes, et quand on arrive à faire ça, on se rend compte que leur urticaire redevient comme avant la mise sous corticoïdes systémiques, une urticaire relativement banale, même s'il y a des angioëdèmes, et une urticaire sensible aux antihistaminiques. C'est bon? Ça, c'est un point vraiment qui est essentiel. Nous, on a des patients qui prennent 2-3 comprimés de 20 mg de prednisone par mois et qui sont corticodépendants. Et il faut leur faire arrêter cette prise et ils redeviennent très rapidement antihistaminiques sensibles. Chose très importante, là je vous fais l'urticaire chronique, mais on aurait pu faire le SAMA. Le SAMA, c'est le syndrome d'activation mastocytaire. D'accord? L'urticaire fait partie des syndromes d'activation mastocytaire, puisque l'urticaire, c'est une activation des mastocytes. Donc quand on prend le spectre des maladies dues à une activation mastocytaire, on a d'un côté l'urticaire, pure, isolée. C'est une maladie qui ne touche que la peau, l'urticaire. Pourquoi l'urticaire ne touche que la peau? Personne ne le sait. Les pneumologues, parce que je pense qu'il n'y a quand même pas que des allergologues, il y a peut-être des pneumologues ici. Les pneumologues, l'équivalent de l'urticaire, vous l'appelez comment? Vous l'appelez, c'est hyperréactivité bronchique, vous l'appelleriez comment? Donc, on ne sait pas pourquoi l'activation mastocytaire dans l'urticaire ne touche que la peau. On sait dans les SAMA que l'activation mastocytaire, elle peut toucher
les mastocytes de tous les organes. Et bien en fait, il n'y a pas l'urticaire et les SAMA. C'est un continuum entre l'activation mastocytaire qui ne touche que les cellules de la peau, et puis, petit à petit, qui va toucher d'autres tissus. Et c'est ça qu'on appelle, et ça c'est vraiment important, c'est 50% des patients qui ont une urticaire chronique qui ont des... Où est ma flèche? Qui ont des symptômes extracutanés. 50%. Il ne faut pas les appeler des SAMA. Il faut faire une tryptase. Si la tryptase de base est normale, on oublie. Ce n'est pas des SAMA à tryptase normale. On voit sortir des concepts de SAMA à tryptase normale parce qu'on a des patients qui ont une urticaire chronique avec des douleurs abdominales, avec des atteintes ORL, avec une fatigue, avec des arthralgies. C'est une urticaire chronique. Ouais. C'est bon pour vous? Ça va? Parfait. Alors, la physiopathologie. La physiopathologie, donc, c'est une activation mastocytaire. Et ce qu'on explique aux patients, on leur dit, alors moi je dis, vous avez les mastocytes fragiles. Les mastocytes, à partir du moment où ils sont normaux, tous les médiateurs de l'inflammation sont à l'intérieur du mastocyte, dans les granules en particulier, et donc il n'y a pas d'urticaire, il n'y a pas d'activation mastocytaire. Si le seuil d'activation des mastocytes est abaissé, et ça c'est l'urticaire chronique, pratiquement n'importe quel facteur va pouvoir induire une activation complète. Donc on explique aux patients, vos mastocytes sont fragiles. Il y a d'autres médecins chez nous, comme Frédéric Bérard, Frédéric Auger, qui préfèrent le terme mastocytes chatouilleux. Donc ce sont des mastocytes qui sont particulièrement sensibles aux facteurs d'activation. Et sur ces mastocytes fragiles, l'activation des mastocytes complète qui aboutit aux lésions d'urticaire, eh ben, elle est induite par tout un tas de facteurs. Les urticaires alimentaires, les urticaires infectieuses, les urticaires médicamenteuses, les stress, les traumas, les hormones et tout ce qu'on ne connaît pas encore. Alors c'est quoi ces mastocytes fragiles? Ils sont donc préactivés. Ça, c'est le terrain d'urticaire chronique. Eh bien, ils sont préactivés de différentes façons. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça passe toujours par... Je vous ai dit, ce n'est pas une maladie allergique, mais l'activation, cette préactivation mastocytaire, elle passe principalement par le complexe IgE récepteur aux IgE. Ce sont des patients qui sont atopiques, et donc ils ont à la surface des mastocytes des IgE qui ont tout un tas de molécules de l'environnement, et c'est l'exposition permanente que l'on a avec l'environnement qui fait que ces mastocytes sont préactivés. Les pneumallergènes eux-mêmes ne sont pas capables de déclencher une urticaire. Les pneumallergènes, ils n'arrivent pas à pénétrer la peau. Ils pénètrent facilement l'œil, la muqueuse nasale ou le poumon, mais pas la peau. Par contre, on en retrouve bien sûr au niveau du sérum des allergènes. Et cette petite quantité suffit à préactiver les mastocytes. Ça, c'est l'urticaire qu'on appelle atopique. Et puis, il y a l'urticaire auto-immune, et ce sont des patients qui se sont en fait immunisés et qui ont développé des anticorps de type IgG vis-à-vis des IgE ou vis-à-vis du récepteur des IgE. Et cette activation permanente du système IgE récepteur aux IgE aboutit à cette préactivation mastocytaire. Donc on a les urticaires atopiques et les urticaires auto-immunes. Urticaire atopique, c'est ce qu'on appelle des réactions d'hypersensibilité de type 1, d'accord? Hypersensibilité immédiate. Et urticaire auto-immune, ce sont des anticorps anti-IgE et anti-récepteurs aux IgE. C'est une hypersensibilité de type 2 de la classification de Galli-Coombs. Et je vous le dis parce que actuellement, vous verrez dans tout un tas d'articles, on vous parle d'urticaire type 1, urticaire type 2 et même type 2B, puisque c'est le type 2B, ce sont les réactions d'hypersensibilité qui sont dues à des anticorps antirécepteurs, par exemple thyroïdite, d'Hashimoto et maladie de Basdo. Une notion qui est importante et relativement consensuelle maintenant, l'urticaire rentre dans ce qu'on appelle les maladies inflammatoires de type 2. Donc là, quand on parle de maladies inflammatoires type 2, on passe à ce qu'on appelle les réactions d'hypersensibilité retardée, où vous savez qu'il y a l'inflammation de type 1, de type 2, de type 3, de type 17.
Donc l'inflammation de type 2 est due à la production de cytokines qui sont IL-4, IL-5, IL-13. Et si je vous dis ça, c'est parce que le traitement est extrêmement simple et il y a très peu de médicaments dans l'urticaire chronique qui sont efficaces. Par contre, les nouveaux traitements, les nouvelles publications que l'on voit, ce sont les molécules, les biothérapies qui ciblent l'inflammation de type 2, en particulier donc les anticorps qui sont dirigés contre le récepteur de l'IL-4, récepteur alpha de l'IL-4, dupilumab, qui bloque la production, qui bloque l'effet de l'IL-4 et de l'IL-13, sont des médicaments qui sont particulièrement efficaces chez les patients qui ont une urticaire chronique qui résiste aux antihistaminiques ou qui ont une urticaire chronique qui résiste à l'omalizumab, puisque ce sont les deux traitements que nous avons pour l'urticaire chronique spontanée. Alors le traitement, on a dit il est chronique, mais le traitement c'est vraiment, je veux dire, on ne peut pas faire plus simple. Antihistaminique, nouvelle génération, on commence à 1 comprimé par jour, nous on le donne le matin. Si ça va pas, si ça n'est pas suffisant, c'est-à-dire si le patient n'est pas amélioré à plus de 75%, on passe à 2 comprimés. Si ça n'est pas suffisant, donc c'est un matin le soir, si ça n'est pas suffisant, c'est un matin, midi, soir, 3 comprimés. Et on peut aller jusqu'à 4 comprimés, 2 matins, 2 le soir par exemple, ou 1 comprimé toutes les 6 heures. Et vraiment, le traitement antihistaminique est très efficace. Les patients qui résistent au traitement antihistaminique, pour les patients que moi je suis, je m'évertue à chercher une corticodépendance. Il y a des patients qui ont une injection de Kenacort tous les ans. Ce sont des patients qui sont corticodépendants. Ils vont bien 6 mois par an, et puis il y a 6 mois où ça ne va pas bien. Ils reprennent leur Kenacort. Et c'est ça qui donne la chronicité de la maladie et qui fait qu'ils sont résistants aux antihistaminiques. Donc ça, c'est vraiment un point qui est clé. Et si, en effet, les antihistaminiques ne sont pas efficaces, c'est l'omalizumab. Et l'omalizumab est vraiment un traitement fantastique de l'urticaire chronique. Alors, pourquoi j'insiste sur la corticothérapie systémique? Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de patients qui étaient résistants aux antihistaminiques, qui ont été mis sous omalizumab, qui étaient blanchis sous omalizumab. Et puis après, on s'est aperçu qu'ils avaient arrêté, bien sûr, leur traitement antihistaminique, ils n'en avaient plus besoin, mais en discutant avec eux, ils nous ont aussi avoué qu'ils avaient arrêté leur corticothérapie qu'ils prenaient régulièrement pour leur urticaire. Donc, je pense que plutôt que de mettre les patients sous omalizumab et de leur permettre ainsi d'arrêter leur corticothérapie systémique, je pense qu'il vaut mieux vraiment essayer de les convaincre de se sevrer, ça peut prendre du temps, mais ça évite quand même le passage à une biothérapie qui est bien tolérée, mais qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Est-ce que ça vous convient? Je ne sais pas ce que j'avais en diapositive numéro 2. Donc, comme d'habitude, j'ai une trentaine de diapositives, hein, mais ce que je voulais, c'était vraiment passer du temps sur cette diapositive et puis surtout vous donner cette référence où vous retrouverez absolument l'intégralité de ce que vous souhaitez. Donc, juste quelques images pour terminer. Ça, c'est la forme donc en plaque. Pardon. Ça, c'est la deuxième forme, l'urticaire chronique qui n'est pas spontanée, elle est induite, en sachant que les patients ont souvent les deux formes. Hein. Un patient qui a une urticaire en plaque, s'il se frotte, il va faire une lésion d'urticaire, donc il a quand même là ce qu'on appelle un dermographisme. Alors ça, c'est une femme qui était arrivée à la consultation sans urticaire, mais c'était un petit peu comme aujourd'hui, il faisait chaud, chez nous il n'y a pas de climatisation, donc... et puis je l'ai vue, elle a commencé à se gratter et du coup, à la fin de la consultation, eh bien, elle avait déclenché toutes ces lésions. Donc, angioëdème, urticaire segmentaire du visage, encore une fois, personne n'est jamais mort d'être tombé dans les orties. Voilà, c'est ça l'urticaire chronique spontanée. Alors, urticaire ou pas urticaire, nous, ce que l'on fait quand les patients viennent, on leur demande, ou alors quand ils viennent en consultation, on leur demande la veille d'entourer une des lésions d'urticaire au stylo. Et quand on les voit donc 24 heures plus tard, eh bien, vous voyez, alors pour certains patients, ben, il n'y a rien autour du stylo, et puis pour certains patients, vous voyez que là c'est une lésion
qui a duré manifestement plus de 24 heures. Là, c'est une lésion qui a aussi manifestement duré plus de 24 heures. Vous voyez qu'elle commence simplement ici à s'améliorer. Donc, bien sûr que ça peut être une urticaire, mais je veux dire, à partir de ce moment-là, il faut commencer à penser au diagnostic différentiel, c'est-à-dire aux maladies qui se présentent avec des syndromes urticariens. Et dans l'article que je vous ai indiqué en introduction, vous avez la liste, qui est relativement importante, de maladies qui sont à considérer, quand on n'est pas dermatologue, je dirais, pour être certain qu'on a bien affaire à des lésions d'urticaire. Cependant, une lésion comme ça peut parfaitement être une urticaire chronique. C'est typique chez les urticaires corticodépendantes. Au début, c'est très fugace et puis ça devient de plus en plus permanent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase tardive de l'activation mastocytaire. Nous, on a deux modèles, les allergologues. Les prick tests, c'est la phase immédiate de l'activation mastocytaire. On pique, il y a dégranulation, il y a la lésion, le will and flare, érythème-œdème. 1 heure après, 2 heures après, il n'y a plus rien. Ça, c'est notre modèle d'activation mastocytaire où il y a juste la dégranulation. Et puis, ceux qui ont... Alors, peut-être que tout le monde ne l'a pas fait, mais ceux qui ont déjà réalisé des immunothérapies allergéniques par voie sous-cutanée, vous savez que chez le patient allergique, on va développer immédiatement une lésion d'hypersensibilité immédiate, des granulations. Et puis ensuite, on a cette phase qui est due aux leucotriènes, prostaglandines et aux cytokines. C'est la phase retardée et on prévient le patient, lui dit attention, quand vous allez rentrer chez vous, vous risquez d'avoir la nuit vraiment un énorme œdème douloureux qui va s'installer. On les prévient. Ça, c'est la phase tardive. Et ce que vous voyez ici, c'est la phase tardive de l'activation mastocytaire. Donc, une urticaire peut parfaitement durer plus de 24 heures. Et là, encore une fois, il faut absolument être certain que le patient ne prend pas des corticoïdes systémiques. Je pense que je vais arrêter ici. Et si vous pouvez me passer la dernière diapositive, s'il vous plaît. C'était pour vous présenter le groupe. Et l'avant-dernière, si vous pouvez revenir en arrière. Et puis c'est un petit clin d'œil quand même, comme on est en Tunisie, sur le DUFRAL, qui est un enseignement d'allergologie. Majed, ici, le responsable à Tuforcal, est un des présidents un des responsables de ce DUFRAL. Donc n'hésitez pas, ça c'est une photo qu'on avait prise au cours du DUFRAL Maghreb en 2019 à Lyon. Un grand merci pour votre attention. Merci Jean-François. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Bernard? Il n'était pas allumé. Merci beaucoup parce que ça nous a remis les idées en tête, effectivement. Une petite question par rapport aux biothérapies. Puisque moi j'ai une personne comme ça qui marche très bien avec l'anti-IgE, ça marche très très bien. Appel de la conseillère de la sécurité sociale, monsieur, on a vérifié 6 dossiers de chez vous, et vous en avez 2 où ils ont un pour l'asthme, un pour ça, mais il y a un problème, c'est qu'ils n'ont pas d'autres traitements. Ils n'ont pas d'autres traitements. Or, dans la gradation GINA, il fallait 5 traitements, dans la il fallait le reste. J'ai dit, mais madame, s'ils n'ont plus de traitement autre, c'est que ça devrait suffire. Ah oui, mais les recommandations disent que, et nous, on est obligés de les appliquer. Alors, que faire? Encore une fois, c'est bien pour ça que je ne suis pas rentré dans le papier, qui est magnifique, ce papier est exceptionnel que je vous ai montré, il faut absolument que vous l'ayez. Je ne suis pas rentré là-dedans parce que voilà, on arrive à des considérations, à ce type de considération. Donc bien sûr que le but, c'est qu'à la fin, le but maintenant du traitement des maladies chroniques et donc de l'urticaire, c'est vraiment le blanchiment complet, c'est-à-dire 0 symptôme, avec le minimum de traitement. Donc au contraire, il faut, à partir du moment où un traitement est efficace, il faut arrêter les autres, bien sûr. C'est Ali, oui. Moi, je voulais vous remercier pour la qualité de vos diapos. Assister à une aussi belle conférence avec 3 diapos, c'est exceptionnel. Bon, je suis vraiment
subjugué par ce que vous avez fait. Moi, je voulais vous poser une question parce que la biothérapie, tout le monde n'a pas accès. Et hier, justement, je discutais avec deux de mes collègues et on avait parlé de l'urticaire, justement, parce qu'il y a les anti-IgE et le DUPI qui font des résultats merveilleux. Alors, un d'entre eux m'avait dit, dans ma pratique courante, avec les antileucotriènes, j'ai des résultats. Alors, la question que je pose, est-ce qu'il y aurait une petite place, même debout, vous savez, pas le strapontin, debout, pour les antileucotriènes Bien sûr. dans l'urticaire, même si ça ne s'explique pas sur le plan immunologique? Exact, tout à fait. Bien sûr qu'il y a une place. Donc là, c'est pareil. Dans l'article que je vous ai présenté, mais que je n'ai pas discuté, vous avez la liste de tous les traitements donc autres. Et il y en a énormément. Nous, les antileucotriènes, on a publié dessus, mais ça fait 20 ans. Ce sont des médicaments, et on va rejoindre un petit peu la discussion d'avant, ce sont des médicaments qui sont fantastiques chez les patients qui sont résistants aux antihistaminiques. À l'époque, on n'avait pas d'omalizumab. Et donc, on avait des patients urticaires. On avait déjà compris, ça c'est grâce à Frédéric Auger chez nous, on avait déjà compris le problème de la corticodépendance, même à petite dose. Et on avait quand même des patients qui étaient résistants aux antihistaminiques. Et chez ces patients-là, on ajoute le singulaire, on améliore pratiquement 80% des patients. Nous, notre critère, ce n'était pas le critère 2024, c'était le critère de l'époque, c'est-à-dire amélioration du patient à plus de 75%. Donc, avec ce critère-là, l'ajout de singulaire aux antihistaminiques chez des patients qui ne sont pas suffisamment améliorés par antihistaminiques est fantastique. Le problème des études, et on revient à ça, les études ont pris des patients urticaires, ils les ont mis sous antihistaminiques, et forcément, les antileucotriènes ne sont pas un traitement de l'urticaire. Mais ça, je veux dire, on le savait. Donc, ça n'est pas un traitement de l'urticaire, mais c'est un traitement d'appoint des patients qui ont des antihistaminiques et qui n'atteignent pas l'amélioration suffisante. Juste une deuxième question, si vous permettez. Il y a un vécu dans la vie réelle de certains patients qui sont au départ suffisamment résistants aux antihistaminiques qu'on traite et qui, au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, on observe une disparition totale de l'urticaire chronique. Alors, sur le plan physiopathologique, comment on peut expliquer ça? Un épuisement des mastocytes comment on peut expliquer ça sur le plan immunologique? Alors, merci pour ces questions très compliquées. Hein. Alors, certains patients, l'histoire naturelle des maladies allergiques, on a quand même envie de dire qu'on a de la chance avec nos maladies parce que ce sont des maladies qui peuvent s'améliorer avec le temps. Donc, certains disent que l'urticaire dure 3 à 5 ans, l'urticaire chronique. Donc, il faut plus de 6 semaines pour déclarer que c'est une urticaire chronique. Et à partir de ce moment-là, on considère qu'elle va durer 3 à 5 ans. Alors, c'est pas juste, parce que je veux dire, la maladie fait ça, hein, comme toutes les maladies chroniques, mais l'urticaire peut rentrer en rémission. Donc, moi, je dirais que c'est une première explication. Merci. Je voudrais juste poser une question. Vas-y, rapidement, parce qu'il y a d'autres... Je voulais juste savoir si, tout à l'heure, vous avez parlé des signes extracutanés de l'urticaire. Je voulais savoir si les antihistaminiques marchaient aussi sur tous les autres signes. Bien sûr, tout à fait. C'est un des critères. Alors, c'est l'équipe, il faut aller les voir. Là, je vous ai laissé mon diaporama, vous avez toutes les informations sur ça. Hein. Je vous dis, j'avais une 30aine de diapositives, mais j'ai préféré me concentrer sur le résumé. C'est l'équipe de Grenoble, donc c'est Laurence Bouillet et le groupe grenoblois sur urticaire angioëdème qui fait cette analyse, et c'est un de leurs critères, justement. C'est la réponse donc, aux antihistaminiques de l'urticaire et des signes extracutanés. Donc, et on revient encore une fois, l'activation mastocytaire peut aboutir à des signes neurologiques, à des douleurs, etc. Et le traitement antihistaminique améliore tous ces signes. Bien, nous sommes très en retard. Question courte, réponse courte. Il y a Dr Maj, éventuellement Dr Drira.
présentation. Ma question, c'est par rapport aux facteurs prédisposants à développer une urticaire, chronique bien sûr, et particulièrement par rapport à la grossesse. Moi, j'ai eu l'expérience avec une dame qui était au premier trimestre et qui a développé une urticaire sans terrain d'atopie derrière, sans aucun facteur prédisposant classique. Et c'était au premier trimestre, qui a disparu fin de 3e mois. On était obligé de donner des antihistaminiques mais je ne sais pas par rapport à votre expérience, grossesse et urticaire. Surtout le premier trimestre, c'est pas classique. C'est jamais facile chez la femme. C'est jamais facile chez la femme, diront certains. Ça n'est jamais facile chez la femme enceinte. On n'est pas macho, Majed. Donc non. Pour revenir à ça, l'urticaire n'est qu'une maladie parmi les autres maladies. Et ce qu'on observe dans l'urticaire, comme dans le lupus, comme dans les psoriasis, c'est les deux possibilités. La possibilité que vous donnez, c'est-à-dire un patient qui n'a jamais fait la maladie, qui va la développer pendant la grossesse, et l'inverse, nous on a des patients qui ont des urticaires vraiment embêtantes et qui n'ont plus aucun symptôme pendant la grossesse. Et là, je suis totalement incompétent pour vous dire comment ça marche. Mais je veux dire, on sait que les hormones jouent un rôle dans la physiologie et la biologie de toutes les cellules et les mastocytes en particulier. Donc, vous donnez les antihistaminiques, donc c'était... Bien, alors, antihistaminique, tout à fait. Alors, on n'arrête pas l'omalizumab chez une femme qui tombe enceinte. Maintenant, nous, on met en route l'omalizumab s'il faut chez une femme enceinte. Ça, c'est Frédéric Bérard qui a la plus grosse expérience. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Et là, en particulier, dans l'article dont je vous parle, il y a un chapitre spécifique sur la prise en charge de la femme enceinte. Et il ne recommande pas de démarrer le traitement, en effet, si la patiente est enceinte. Moi, ma question, c'est par rapport aux corticoïdes. Vous dites qu'il ne faut pas les donner, mais il y a des malades qui s'automédiquent. Ils viennent, par exemple, en disant « j'ai pris hier, avant-hier, une dose de corticoïdes ». Alors, quand c'est vraiment des signes et un prurite insupportable, vous autorisez combien de jours? Une prise zéro? Alors, on fait ce qu'on veut, hein, mais ça reste entre nous, ce qu'on va dire. On fait ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas être dupe. Voilà. Et quand on voit arriver un patient qui n'est pas contrôlé par les antihistaminiques, vraiment, c'est un patient qui est corticodépendant. Voilà, il faut juste avoir ça en tête. Donc, il faut savoir que si vous mettez en route ce type de traitement, vous risquez, c'est 20% des patients. C'est très peu connu le phénomène de corticodépendance. Ceux qui le connaissent le mieux, ce sont les gastro-entérologues, puisqu'il y a ces MICI, ces maladies inflammatoires du tube digestif, où il y a 15 à 20% des patients avec une génétique particulière qui deviennent corticodépendants. Donc, il faut juste avoir ça. Maintenant, pour un mariage, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le mariage? Pour des fiançailles, à la limite, oui. Donc, ça fait 2 fois dans sa vie. Pour un... Non. Donc, voilà, c'est juste ça. Encore une fois, ça n'est que 20%. Donc, en effet, il y en a 80% qui bénéficieront parce que c'est très efficace. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut convaincre les patients de se sevrer. Et vraiment, le résultat est magnifique. On a publié ça. Bien, c'est tout. On est très en retard. Je remercie les 3 conférenciers. Merci encore Jean-François. Et nous allons reprendre à 11h avec une belle séance d'oncologie. Donc j'espère qu'on va être à l'heure. Merci encore.